Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Anamnèse. Dans cet épisode, nous abordons les addictions et les assuétudes. Qu'est-ce que c'est ? Comment les prendre en charge ? Et pour en parler, nous accueillons Madame Céline Hansen, coordinatrice de l'ASBL RASAEF, et Monsieur Théo Pesley, psychologue et coordinateur de l'espace Convergence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va peut-être rapidement expliquer ce que sont vos structures et quelles sont leurs missions. Et donc, Madame Hansen, qu'est-ce que le RASAEF ? Alors le RASAEF, c'est l'acronyme pour Réseau d'aide et de soins spécialisé en assuétude de l'Est francophone. Il y a un réseau de ce type sur chaque zone de soins en Wallonie et les missions sont fixées par décret de la région wallonne. Alors les différentes missions, les principales, donc nous avons l'identification de l'offre et de la demande et sa diffusion auprès des professionnels de l'aide et du soin. Par exemple, nous avons une carte assuétude qui reprend les différents services utiles pour traiter les assuétudes sur notre arrondissement, qu'on peut retrouver sur notre site internet rasaef.be ou alors qui est disponible en version papier au service au RASAEF et qui peut être donné sur demande. Comme autre mission, et qui est sûrement la mission la plus importante, nous avons la mise en place de la concertation institutionnelle entre les différentes structures d'aide et de soins en assuétude dans le but de favoriser des trajets de soins coordonnés. On organise aussi des temps de réflexion et d'intervision sur la thématique des assuétudes et ces différents temps d'échange sont accessibles à tous les professionnels qui sont en contact avec des personnes consommatrices, donc pas que des professionnels spécialisés en assuétude. Donc on a par exemple des enseignants qui participent, des éducateurs, des gens qui travaillent dans les CPAS. Donc les médecins sont bien évidemment les bienvenus. Et on travaille aussi à la création d'outils communs, comme le projet de réduction des risques en milieu festif qui s'appelle Alterparty, ou encore le projet Espace Convergence qui est né dans le cadre du RASAEF et dont Théo va vous parler maintenant. Et justement, du coup, l'espace Convergence, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les services proposés ? Et quels sont les soutiens qu'il propose aux personnes souffrant d'addiction ou à leurs proches ? Donc l'espace Convergence, c'est un service de première intention pour la question des consommations qui va proposer un accueil bas seuil d'exigence pour toute personne qui sera en difficulté ou en questionnement par rapport à une consommation ou celle d'un proche. Le service est en construction actuellement, mais une des particularités du service, c'est d'avoir été créé par le réseau. Et donc, on a des partenaires du réseau qui participent activement à l'espace Convergence, notamment dans le cadre des permanences d'accueil. Ça permet vraiment une approche intégrée et complémentaire et une meilleure coordination entre les services. À l'heure actuelle, ce qu'on propose, c'est une permanence d'accueil, d'information et d'orientation avec un accueil médicalisé effectué par un médecin généraliste. On propose aussi des analyses de la demande, des suivis psychologiques et sociaux individuels, de la co-intervention avec des professionnels qui ne sont pas spécialisés en assuétude. Et alors à terme, ce qu'on souhaiterait développer, c'est tout l'axe de travail groupal, donc les groupes thérapeutiques, les groupes de parole, les groupes de soutien, un espace spécifique pour les jeunes, des antennes pour la pérédance, et un accueil médicalisé par un psychiatre. Et en quoi est-ce que vos structures peuvent être des ressources pour les médecins généralistes et réciproquement ? En ce qui concerne le RASAEF, nous pouvons proposer aux médecins de leur fournir de l'information sur les différents services qui existent pour prendre en charge les assuétudes. On offre aussi des espaces de concertation et de réflexion entre les différents acteurs de l'aide et du soin, ce qui va permettre aux différents professionnels de faire du réseautage et de nouer des collaborations. Nous avons aussi un groupe de travail qui est spécifiquement dédié à la question de la médecine générale. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les médecins et les pharmaciens à la prise en charge des assuétudes parce qu'on s'est rendu compte que c'était parfois difficile pour eux de prendre en charge des patients consommateurs, notamment parce les médecins sont souvent isolés dans leur cabinet, ce qui n'est pas vraiment toujours sécurisant par rapport à certains patients consommateurs. C'est pourquoi on s'est rendu compte que quand les médecins peuvent alors être entourés d'une équipe pluridisciplinaire et consultés dans un lieu qui est différent de leur cabinet privé, alors ils sont un peu moins réticents à prendre en charge les personnes consommatrices. Donc on a vraiment mis l'accent sur la création d'un service d'aide et de soins spécialisés, ce qui manquait sur notre zone, d'où la création de l'espace Convergence. Et oui, en effet, il faut savoir que nous, à l'heure actuelle, à l'espace Convergence, on n'a qu'un seul médecin généraliste, pour ne pas le citer, le docteur Sale.
Et c'est vrai qu'il a besoin de renfort pour permettre à notre permanence de perdurer. Et concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est d'avoir des médecins qui presteraient par exemple 2 heures par mois en termes de consultation à l'espace Convergence. Et par exemple, au CCA, qui est notre équivalent au niveau du sud de l'arrondissement, eux, ils ont 4 médecins qui se relaient à raison de 2 heures par mois pour permettre une permanence médicale, donc des consultations médicales à suétude sans rendez-vous, hebdomadaires et tout au long de l'année. Et il faut savoir qu'il y a toujours des psychosociaux, des intervenants psychosociaux qui sont présents lors de ces permanences et qui peuvent être sollicités à tout moment par les médecins. Et aussi que le docteur Sel pourrait éventuellement y coller des confrères qui ne se sentiraient peut-être pas assez outillés pour effectuer ce type de prestation assez particulière. Et en dehors de cette proposition de collaboration aux médecins, l'espace Convergence peut tout à fait être sollicité par les médecins dans le cadre de l'orientation de leur patientèle qui souffrirait d'assuétude. Comment est-ce qu'on peut définir une addiction ? Alors, selon l'OMS, l'addiction, c'est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. On peut aussi parler de la perte de la liberté de ne pas consommer. Il y a aussi une théorie qui est beaucoup sollicitée, la théorie des 5 C du docteur Carilla. Donc 5 C pourquoi ? Pour craving, donc l'envie impérieuse, irrépressible de consommer, la notion de perte de contrôle, le comportement compulsif, les conséquences négatives du trouble et la chronicité du trouble. Est-ce qu'il y a des substances qui sont fréquemment associées aux addictions dans notre région ? Alors, si on parle des substances psychoactives, on peut retrouver quelques chiffres, dont les derniers datent de 2022. En ce qui concerne l'alcool, en province de Liège, on a quasiment un quart des hommes qui consomment plus que la dose maximum recommandée par le Conseil supérieur de la santé, à savoir maximum 10 verres par semaine. Alors, au niveau de la Wallonie, et là, ce sont des chiffres uniquement qui valent autant pour les hommes que pour les femmes. En ce qui concerne le tabac, on a 4 personnes sur 10 qui consomment quotidiennement du tabac sur l'année écoulée. Au niveau du cannabis, on a environ 2% d'usage problématique en Wallonie et on sait que c'est en constante augmentation depuis les années 2001. Au niveau des médicaments, les chiffres sont un peu plus compliqués à obtenir parce qu'on a des consommations qui peuvent être excessives dans un cadre de médicaments prescrits, mais aussi dans un cadre d'usage détourné des médicaments. Et au niveau de toutes les autres drogues illicites, on sait que l'usage sur la vie est en augmentation. Notamment par rapport à la kétamine de nos jours. Maintenant, on sait aussi que l'usage problématique des drogues illicites est moindre par rapport à l'alcool et par rapport au tabac. Si on parle en termes de potentiel addictif, on va retrouver tout au-dessus de la liste l'alcool et l'héroïne qui sont les plus addictifs, suivi des amphétamines, de la cocaïne et des benzodiazépines. Ensuite, dans une moindre mesure, on va retrouver cannabis et MDMA. Et alors, un très faible risque de dépendance pour les hallucinogènes, hormis la kétamine, qui est un hallucinogène un peu à part. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on dispose de peu de recul et de données sur toutes les nouvelles drogues de synthèse, dont on sait qu'en général, le potentiel addictif est plus important, comme pour le cannabis synthétique, par exemple. Maintenant, si on parle en termes de comportement, on peut citer les écrans avec le GSM, la TV, les jeux vidéo, les médias sociaux. Il y a aussi les jeux d'argent, les achats compulsifs, le sport. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la distinction entre drogue dure et drogue douce, elle est complètement infondée sur le plan scientifique et qu'il faut mieux parler d'usage dur et d'usage doux, en dépit de beaucoup de représentations qui circulent, du style fumer un joint, c'est moins grave que de boire tous les jours. Boire, c'est moins grave que se piquer, le sport, c'est bon pour la santé. Alors, bien sûr que dans ces affirmations, il y a une part de vérité, mais c'est vraiment l'usage dur d'une substance ou d'un comportement qui va être associé à un risque accru de dépendance et à des conséquences plus graves sur les plans physiques, médical, psychologique et social. Est-ce qu'il y a des profils types de personnes susceptibles de développer une assuétude ? Alors non, tout le monde peut développer une addiction parce que c'est le résultat en fait d'interactions assez complexes entre différents facteurs qui sont l'environnement, le type de substance et la personnalité de chacun. Donc on va plutôt penser en termes de facteurs de risque et de facteurs de protection. Alors, on a un très bon exemple qui va illustrer le fait qu'il n'y a pas de profil type, c'est la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc il faut savoir que cette crise a fait plusieurs centaines de milliers de morts par overdose en une vingtaine d'années. Et au départ, ça vient de prescriptions médicales de médicaments suite antidouleurs, des opioïdes,
suite à des accidents, des blessures, des opérations. Donc il y a vraiment une mésinformation des entreprises pharmaceutiques pour que les médecins prescrivent ce type de médicaments en minimisant, enfin en occultant même les risques d'addiction. Et donc, on a vu que cette crise a touché vraiment toutes les couches de la population aux États-Unis et qu'on n'a vraiment pas pu faire de distinction. Tout le monde a été touché, ça fait des centaines de milliers de morts. Et est-ce qu'il y a des signes pour détecter une addiction, une assuétude chez un de nos proches ? Alors ça va peut-être être un peu bateau, mais c'est vrai que du moment où on s'inquiète, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et généralement, quand on observe chez son proche une altération de son fonctionnement social, scolaire, familial, relationnel, et qu'on suspecte une consommation, c'est vraiment des signaux qu'il faut prendre en compte. Et comment est-ce qu'on peut, parce que généralement, beaucoup de personnes qui souffrent d'une addiction, que ce soit une substance ou un comportement, ont une phase de déni, généralement avant d'entamer un processus de guérison. Comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui est dans un déni ? C'est tout le travail avec le public qui souffre d'assuétude, c'est qu'on part généralement d'une personne qui est en complet déni de sa consommation et donc qui est dans un stade de motivation au changement qu'on va dire vraiment de base, qui peut ensuite évoluer. Tout le travail des praticiens, c'est de faire évoluer cette motivation au changement pour accrocher la personne à une trajectoire de soins, et c'est vraiment la philosophie qu'on essaye d'avoir à l'Espace Convergence. Et alors, à ce niveau-là, c'est du coup très important qu'il n'y ait pas que les professionnels spécialisés en assuétude qui puissent aborder le sujet avec les personnes consommatrices, parce qu'elles ne seront consultées justement que quand les personnes auront déjà passé une certaine phase de déni. D'où tout le travail qu'on fait avec le RACF, qui est de sensibiliser et d'outiller un maximum de professionnels de première ligne à être suffisamment à l'aise pour aborder ces questions-là avec les personnes, pour les accrocher petit à petit à un trajet de soins dont on sait que ce sera le meilleur pronostic pour la suite. Donc on peut notamment citer tout le travail qu'on fait au niveau de notre groupe de travail RESEA, Jeunesse et Consommation. On va vraiment essayer de sensibiliser les acteurs non spécialisés en assuétude et les outiller, vraiment, leur donner, ça peut être des petits jeux, des médias différents qu'ils peuvent utiliser avec des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir aborder cette thématique-là. Et une fois que la personne consommatrice rentre dans un processus de guérison, est-ce que la famille et ses proches ont un rôle à jouer ? Doivent-elles être impliquées dans ce processus ? Et si oui, comment ? Alors, comme pour beaucoup de maladies, mais celle-là en particulier, l'addiction ne se va pas. Les conséquences de l'addiction ne vont pas se limiter à la personne consommatrice, mais vont toucher une grande partie de l'entourage qui se retrouve souvent très très démuni, qui ne sait pas comment réagir, qui est confronté déjà en premier au déni de la personne consommatrice, comme vous l'avez mentionné. Et donc, ils se retrouvent vraiment dans un manque de moyens, de connaissances, d'informations, ils ne savent pas comment réagir. Donc, il faut que les professionnels puissent aider à la fois les personnes consommatrices, mais aussi les personnes de l'entourage. Donc, les personnes de l'entourage peuvent également faire appel à des professionnels pour pouvoir savoir comment réagir face à la situation. Parce que les proches auront effectivement un rôle essentiel dans le parcours de soins de la personne, parce que leur soutien va vraiment être un facteur de protection et va permettre une meilleure évolution de la situation. Le médecin généraliste de la personne consommatrice a-t-il un rôle dans la détection et la prise en charge des assuétudes ? Alors ça, c'est évident, puisque le médecin, c'est généralement le premier qu'on va solliciter pour tout ce qui a trait à la santé, et donc y compris pour les assuétudes et leurs comorbidités. Comme la détection précoce est vraiment un enjeu majeur dans la problématique des assuétudes, le médecin a vraiment son rôle à jouer. Il pourrait par exemple inclure assez facilement dans son entretien avec les personnes des questions par rapport aux consommations, parce qu'on sait que les personnes consommatrices vont difficilement aborder le sujet d'elles-mêmes. Par contre, si on les questionne directement et assez simplement, elles ont tendance généralement à se livrer sur leur consommation réelle. Et donc, sur notre zone de soins, en plus, on constate vraiment des difficultés d'orientation vers les médecins pour la prise en charge d'assuétudes qui vont nécessiter des traitements médicamenteux spécifiques, comme les traitements de substitution aux opiacés. Et vraiment, le médecin, il doit pouvoir aider les personnes dans leur démarche de sevrage physique par le biais de prescription de traitements médicamenteux spécifiques, et pour autant, bien évidemment, qu'il les encadre dans cette démarche-là, en lien avec le pharmacien qui délivre aussi. Et comme le médecin généraliste est un des premiers relais pour orienter vers des prises en charge en assuétudes spécialisées, ce serait vraiment très important qu'il puisse offrir un espace de parole non jugeant par rapport aux différentes consommations.
Et l'approche de la prise en charge des assuétudes a-t-elle évolué ces dernières années ? On est passé d'une conception de la toxicomanie en termes de déviance sociale et donc de responsabilité personnelle à la reconnaissance d'une maladie multifactorielle et chronique. Et les objectifs thérapeutiques ont également fortement évolué parce qu'on est passé de la recherche de l'abstinence à tout prix à la recherche d'une vie satisfaisante dans une perspective de rétablissement. Donc concrètement, ça peut prendre la forme d'un travail autour d'une meilleure gestion de la consommation dans une optique de réduction des risques. Et concrètement, du coup, comment est-ce qu'on accompagne une personne souffrant d'addiction ? En général, on sait qu'il faut une approche biopsychosociale parce que les assuétudes, elles vont avoir des conséquences sur les plans physiques, sur les plans psychologiques, sur les plans relationnels. Et donc, il faut une approche intégrée. Donc, par exemple, l'approche motivationnelle va permettre de travailler la motivation au changement et c'est une approche qui est fréquemment utilisée, que ce soit par des médecins ou d'autres professionnels de la santé. On sait aussi que la pérédance et le partage de vécu par les pairs, ça va vraiment être des outils qui vont favoriser le rétablissement. Puis il ne faut pas oublier que ce sont des parcours de soins qui sont souvent très longs et difficiles parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et le travail en réseau autour de la personne sera vraiment une stratégie très importante pour optimiser les trajectoires de soins. Et c'est clair qu'en tant que praticien, travailler avec un public qui souffre d'assuétude, ça va demander beaucoup de patience, un peu de flexibilité, accepter aussi qu'on n'atteindra pas toujours l'objectif qu'on s'est fixé, que la rechute, ça peut faire partie du parcours. Et donc, dans ce contexte, la co-création de la prise en charge pluridisciplinaire avec le bénéficiaire et éventuellement son entourage, ça va vraiment permettre une meilleure adhésion de ce dernier à son parcours de soins, surtout que la personne experte en toxicomanie, c'est celle qui consomme. Et donc, il faut vraiment travailler avec l'expertise du toxicomane dans la co-création d'une prise en charge. Et les personnes souffrant d'addiction ou les toxicomanes subissent souvent une stigmatisation sociale. Cette stigmatisation affecte-t-elle l'accès aux soins ? Alors oui, malheureusement, on le voit énormément. Il n'y a qu'à citer la prévalence des représentations stéréotypées dès qu'on parle d'assuétude. Ça va amener, bien souvent ces représentations stéréotypées, elles vont rentrer en conflit avec des valeurs personnelles chez la population générale, mais aussi chez les praticiens. Et parfois, ça va amener chez les praticiens des attitudes un peu paternalistes, moralisatrices, voire carrément discriminatoires. Et ça va vraiment entraver l'entrée ou le maintien du toxicomane dans son parcours de soins. Et on retrouve malheureusement une stigmatisation encore plus forte pour les femmes que pour les hommes, ce qui va se traduire par une difficulté d'accès aux soins encore plus importante pour elles, notamment pour des raisons très pratiques comme comment faire garder ses enfants si on doit être hospitalisé, mais aussi par rapport à des craintes qui sont liées à la stigmatisation, comme la peur de perdre la garde de ses enfants, par exemple. Sortir d'une addiction et aider quelqu'un à en sortir, ça doit être un traitement, un processus de soins extrêmement compliqué. Mais quels sont les obstacles les plus fréquemment rencontrés dans ce genre de trajet de soins ? Il y a des obstacles qui sont propres à la personne, comme la non-reconnaissance de leur propre problématique, donc le fameux déni. Le degré de motivation qui varie, comme Théo l'a dit tout à l'heure, et qui doit être suffisant pour pouvoir oser aller pousser la porte d'un professionnel. Et puis alors tous les sentiments liés à la stigmatisation, comme la honte. Et au niveau des obstacles plus environnementaux, on va retrouver le prix des traitements spécialisés qui n'est pas toujours abordable pour tout le monde, la perte des droits sociaux qui fait qu'on ne pourrait pas justement avoir accès à un traitement spécialisé, la nécessité de se maintenir dans son emploi pour garder un niveau de vie et qui ne permet pas non plus de s'absenter pendant des mois en cure ou en post-cure, l'entourage à risque, la stigmatisation, le manque de disponibilité dans l'offre de soins existante et aussi la difficulté d'avoir une orientation médicale pour la prescription de traitements de substitution. Alors par rapport à l'offre existante, il y a vraiment une spécificité pour Verviers qui est une difficulté supplémentaire qui est que jusqu'il y a peu, il n'y avait pas de service d'accueil bas seuil spécialisé en assuétude pour les personnes consommatrices. C'est pour ça que le réseau se démène depuis des années pour mettre en place ce type d'offre pour notre zone où il y a autant d'assuétudes qu'ailleurs. C'est pourquoi on s'est battu pour mettre en place l'espace Convergence.
Oui, donc ça a permis vraiment à l'espace Convergence pour le nord et le centre de l'arrondissement et le CCA pour le sud de voir le jour, mais alors de façon très minimale, avec des subsides temporaires. Et donc l'avenir de nos services dépend vraiment de la volonté des pouvoirs publics à les pérenniser. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes faisant partie de l'entourage d'une personne souffrant d'addiction ou qui sont elles-mêmes dépendantes ? Alors, je dirais que le conseil le plus important, c'est de ne pas rester seul avec la problématique et d'oser aller demander de l'aide auprès de professionnels de l'aide et du soin, dont le premier peut être évidemment le médecin généraliste qui pourra ensuite réorienter vers des services spécialisés. Et comment peut-on entrer en contact avec vous ? Alors pour le RASAF, soit par mail, soit par téléphone, mais j'attire juste l'attention que c'est un service qui s'adresse uniquement aux professionnels de l'aide et du soin. D'ailleurs, si vous en faites partie, si vous souhaitez recevoir les informations sur les différents temps d'échange que nous organisons, etc., vous pouvez m'envoyer un petit mail pour que je vous intègre dans la mailing list et vous recevrez ensuite toutes les informations. Et du coup, pour les bénéficiaires et leurs proches, on va plutôt privilégier les coordonnées de l'espace Convergence. Nous, on peut être contacté par mail, par téléphone. On dispose d'une page Facebook où on transmet l'information essentielle. Le plus simple, ça reste de se présenter à une de nos permanences d'accueil les mardis de 13h30 à 15h30. Et après, tout professionnel peut évidemment contacter l'espace Convergence pour toute demande d'information et volonté de collaborer avec nous. Merci beaucoup à tous les deux pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.